Dimanche soir très animé en Espagne, avec cette victoire barcelonaise, je le disais, 2-4, après avoir été mené 2-0 quand même. C'est quoi la tonalité tout simplement ce lundi matin en Espagne? Le gros coup du FC Barcelone qui reprend la tête et qui a en plus un match en moins à jouer, c'est ça qui ressort? Oui, tout à fait, c'est ça. Et de se dire aussi que la Liga est presque réglée maintenant, parce que bon, voilà, ce match Atlético-Barça était très très important dans la course au titre, surtout du coup avec le match en retard du Barça. Donc il y a ce match contre Osasuna, sans savoir vraiment quand il sera placé, parce que pour l'instant les deux clubs se sont mis d'accord pour que ce soit le Barça qui décide. Okay. On ne sait pas encore quand il sera mis, mais donc si jamais il y a victoire du Barça contre Osasuna, bon voilà, c'est un match à domicile, ça devrait le faire normalement pour les hommes d'Hansi Flick. Bah voilà, le championnat est plus ou moins réglé, et ce qui est surtout très même dur. Même avec juste 3 points d'avance, parce que 3 points, c'est... Alors oui, mais on sait que, enfin là, il reste un affrontement encore entre Real et Barça. Mais bon, on a vu comment ont tourné les Classicos cette saison, donc c'est vrai que c'est même beaucoup de confiance de la part du Barça au moment d'affronter le Real, peut-être même plus que d'autres adversaires cette saison, et notamment l'Atlético, qui a très peu réussi au Barça cette saison. Il y a ce côté-là, oui, de dire que c'est fini. Diego Simeone, hier en conférence de presse, disait bah voilà, nous maintenant notre objectif c'est la Copa. Et c'est clair que en tout cas pour l'Atlético, la course à la Liga est quasiment terminée. Pour l'Atlético, oui. Pour le Real, ils sont encore à égalité de points. Pour le Real, il reste encore ça, mais c'est vrai que, en tout cas, ce qui ressort en Espagne, c'est vraiment de se dire que là, voilà, le Barça a tapé un gros coup, et en plus, il y a ce côté un peu moral de voir que le Barça est capable lui aussi de renverser des matchs. C'est pas seulement le Real Madrid, et c'est vrai que c'est une victoire qui fait date, et en tout cas qui va être très importante dans les derniers jours du championnat, et même en plus pour le moral, pour la Ligue des Champions ensuite, c'est un gros coup. C'est ça, exactement ce terme-là qui ressort de la presse espagnole, un gros coup du Barça. Parlons du Barça peut-être un peu plus en détail, parce qu'on a vu en Ligue des Champions aussi qu'il s'affirmait comme presque le favori désormais. On a l'impression que c'est une équipe qui est en capacité de mettre 4-5 buts à n'importe quelle équipe en Europe, parce qu'il y a Yamal, parce qu'il y a Lewandowski qui met un but incroyable hier, on vous conseille d'aller le voir, parce qu'il y a Rafinha, parce qu'il y a Pedri qui revient à un niveau incroyable. Est-ce que on assiste là au retour du grand Barça, et c'est l'acte de naissance du... Voilà, on a beaucoup parlé ces dernières années de la galère du Barça sous Xavi, etc. Là, on a l'impression d'avoir une équipe qui est là pour plusieurs années, apte à dominer. Alors, c'est sûr qu'on a une grosse équipe. Alors, toujours la même question depuis le début de saison, c'est de savoir combien de temps on va pouvoir tenir cette équipe, parce qu'elle est très très jeune. Hier, on a vu que Marc Casado, qui était titulaire au milieu, qui a eu un peu de mal par rapport à Pedri. C'est clair que l'écart était conséquent. Pour l'instant, on a effectivement un grand Barça, et on a deux hommes d'expérience, un dans les cages, un devant avec Lewandowski. Et c'est extrêmement important, parce qu'on se rappelle que le Real Madrid, quand ils gagnent leur titre en Ligue des Champions, ils ont Benzema devant et ils ont Courtois derrière. C'est vraiment deux éléments moteurs dans une équipe. Et c'est vrai qu'en ayant ces deux joueurs-là, deux Polonais en plus, le Barça... à ces garanties-là. Ce qui est plus compliqué, c'est vraiment de savoir au niveau du rendement des jeunes. Là, actuellement, ils ont vraiment un très très bon niveau. En plus, on a Frenkie de Jong qui est revenu de blessure, qui a un très gros niveau. Alejandro Balde à gauche, qui n'a pas été sélectionné en sélection, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui est sans doute le meilleur latéral gauche actuellement en Liga. Donc là, c'est vrai qu'on a, à l'instant T, on a un Barça qui est en pleine confiance, qui a l'air vraiment sûr de ses forces d'un point de vue du jeu, mais d'un point de vue moral aussi, parce que hier, quand on perd 2-0 à la 70e, il faut pouvoir remonter et aller jusqu'à 4-2. Et c'est quelque chose qui manquait clairement au Barça sur les dernières années, qui avait un peu tendance à s'effondrer dans ce genre de scénario. Et là, Hansi Flick, à la fin du match, il félicite ses joueurs pour ce qu'ils ont apporté dans le jeu, physiquement, mais il dit surtout, mentalement, ils sont super forts. Et pour une équipe qui est aussi jeune sur le papier, ça reste assez impressionnant, avec toujours ce risque de se dire est-ce que ça va tenir sur la durée, avec des matchs qui sont très très importants qui vont arriver après la trêve. J'ai une question, puisqu'on rentre dans une semaine de trêve internationale, qu'on va retrouver l'équipe de France. Ousmane Dembélé en numéro 9, alors que les Bleus ont perdu Olivier Giroud l'été dernier, alors que les Bleus se cherchent des joueurs à même de marquer des buts pour compenser le départ de Giroud et de Griezmann.
est-ce que Dembélé peut être utilisé comme numéro 9 en équipe de France? Oui, j'en suis convaincu. Ce qui est très intéressant, c'est la communication de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il y a quelques semaines, dans une interview à l'équipe, dans une interview également aux Parisiens et au Figaro, pour revenir notamment sur la fin annoncée de son mandat, avait parlé de Dembélé qui ne considérait pas nécessairement comme un neuf. Ouais. Pour autant, à l'occasion de la conférence de presse jeudi dernier, il a entrevu l'idée de mettre Ousmane Dembélé dans l'axe. Alors, non pas qu'il considère Ousmane Dembélé comme un neuf, mais Ousmane Dembélé dans l'axe, c'est une nuance mais qui est très importante. Ouais. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on a un Kylian Mbappé sur le côté gauche, à partir du moment où on a un Bradley Barcola sur le côté droit, par exemple, on pourrait avoir une attaque de l'équipe de France fluide, où il pourrait y avoir des permutations, à l'image de ce qui se passe notamment du côté du PSG. Mais pour moi, à l'échelle de l'équipe de France, version Didier Deschamps, on serait sur une révolution. Parce qu'effectivement, on sort d'un long mandat d'Olivier Giroud, un neuf qui était bien fixe, bien positionnel, un pivot, ce qui faisait plaisir notamment à Kylian Mbappé. Et là, avec notamment la réalité de ces joueurs-là, comme Ousmane Dembélé, on pourrait avoir une forme de révolution avec un neuf qui n'en est pas vraiment un. Donc moi, je suis très intrigué à l'idée de voir ce qui va se passer contre la Croatie, parce que là, il est question de quoi ? Il est question d'un quart de finale de Ligue des Nations. Est-ce que Didier Deschamps va s'appuyer sur la dynamique d'Ousmane Dembélé, qui est beaucoup plus influent dans ce rôle axial ? Est-ce qu'il va vouloir se dire que Kylian Mbappé, qui est neuf au Real Madrid, il va continuer là-dessus ? Sincèrement, Cyril, les rassemblements de l'équipe de France parfois sont vus avec certains dédains, mais là je suis quand même déjà très très intrigué, très intéressé, parce que déjà on va retrouver l'équipe de France après une longue période d'absence, et surtout là il y a des possibilités tactiques qui m'intéressent au plus haut point. Didier Deschamps, Luis Enrique, on ne peut pas dire qu'ils fassent partie de la même école footballistique, tu l'as dit, on a eu pendant des années un numéro 9 un peu à l'ancienne avec Olivier Giroud. Est-ce que tu penses que Deschamps peut être capable de mettre en place une attaque un peu plus hybride, un peu plus fluide, un peu plus... Voilà, avec un Dembélé numéro 9 qui n'est pas vraiment numéro 9 finalement? Deschamps avait déjà tenté des choses lors du dernier Euro avec une animation offensive qui a changé à plusieurs reprises. On aurait aimé par exemple qu'il utilise davantage Bradley Barcola. Mais aujourd'hui, Didier Deschamps est dans un chantier qui est très important parce que, comme on l'a dit, Olivier Giroud est parti, la réalité d'un Kylian Mbappé a évolué, la réalité d'Ousmane Dembélé a changé, il y a l'émergence d'un Bradley Barcola, Désiré Doué arrive en équipe de France. Donc il y a des possibilités qui sont très intéressantes et qui obligent Didier Deschamps à repenser son animation offensive parce qu'avant, il s'appuyait notamment sur une animation offensive qui était inscrite dans le marbre. Là, je vois Didier Deschamps tenter des choses, à commencer par la Croatie en Ligue des Nations. On parle de Dembélé et on parle surtout de Kylian Mbappé, qui lui, pour le coup, est devenu un vrai numéro 9 cette année au Real Madrid. Est-ce que ce ne serait pas un peu bête, entre guillemets, de remettre Mbappé sur le côté gauche alors qu'il commence à prendre les contours d'un numéro 9 moderne? Et c'est pour ça que j'ai envie de voir la fluidité, la relation technique entre les deux joueurs, parce que je pense que à l'instar de ce qu'on peut voir entre Kylian Mbappé et Rodrigo au Real Madrid, on pourrait voir la même chose entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Donc, des joueurs qui ont un rôle, mais un rôle qui peut évoluer en fonction de ce que demande le jeu. Et là, pour le coup, on connaît l'affinité des deux hommes hors terrain. Moi, j'ai envie de le voir sur le terrain, parce que quand on parle de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, on parle de deux joueurs qui, traditionnellement, étaient à l'extrême, aux deux extrêmes. Côté gauche pour Kylian Mbappé, côté droit pour Ousmane Dembélé. Et là, on pourra avoir une nouveauté en équipe de France, à savoir les deux joueurs qui se rapprochent sur le terrain. Et là, ça pourrait être très intéressant. Donc, oui, je peux entendre l'idée que c'est vrai que remettre Kylian Mbappé sur le côté gauche, ça pourrait sembler bizarre. En même temps, Didier Deschamps, il pourrait se dire que la réalité du Real Madrid n'est pas celle de l'équipe de France et qu'on doit s'adapter par rapport aux forces en présence. On va parler de Liverpool, évidemment, éliminé en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, mais surtout complètement dépassé dimanche en finale de la League Cup face à Newcastle. Que s'est-il passé pour que la saison des Reds prenne ce tournant radical en une semaine? Oui, et puis on peut ajouter, et heureusement que ça ne s'est pas trop mal passé en championnat dans les 2-3 semaines qui se sont passées, parce que sinon on pourrait se demander si jamais il ne va pas y avoir l'effet boule de neige, il ne va pas en fait devenir une avalanche. En l'occurrence, tu sais, après le match contre le PSG, qui était un match, on est tous d'accord, absolument, les matchs qui étaient absolument magnifiques, de très 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 haut niveau, peut-être les meilleurs matchs qu'on ait vus cette saison en Europe.
la question de savoir, moi, quand j'ai écrit ma chronique sur le sujet après la rencontre, j'avais dit le résultat, on le connaîtra dimanche. Le résultat du match contre le PSG. Parce qu'en fait, tu perds dans une séance de tir au but, ce n'est rien. Mais par contre, c'est la façon dont tu vas pouvoir digérer ce qui s'est passé à Anfield qui va montrer exactement de quoi tu es fait. Et là, on l'a vu avec une équipe de Liverpool qui n'est jamais véritablement entrée dans son match, qui était inférieure dans quasiment tous les duels, qu'ils soient au sol ou aérien, ce qui était quand même surprenant, parce qu'on s'attendait justement à cette réaction d'orgueil à laquelle on n'a pas eu droit, en grand manque d'imagination et de tranchant en attaque, se faisant également malmener sur les coups de pied arrêtés, ce qui était pas son habitude. Et puis en face, c'est vrai qu'on a eu une équipe de Newcastle, certainement au moins en deuxième période, a fait un match absolument immense. Donc on reviendra là-dessus. Mais pour Liverpool, ça fait très très mal. Et très honnêtement, oui, c'est une saison qui était partie pour être une saison historique dans l'histoire du club. On les voyait s'imposer dans cette finale de Coupe de la Ligue. On les voyait aller très très loin en Europe. On les voyait en fait champions d'Europe. On les voyait champions d'Angleterre. Et puis là, il reste plus que ce titre. Bon, fantastique, de Première Ligue. Mais sinon, non, la digestion, c'est très très mal passé. Gros mot de ventre hier à Wembley pour Liverpool. Alors, c'est un peu terrible de dire ça. Et mal de tête pour Newcastle, au passage. Oui, bien sûr. La traditionnelle gueule de bois. On va en parler des Magpies juste après. J'aimerais qu'on reste sur Liverpool quand même, parce que est-ce que... Alors, c'est très dur de dire ça, parce que ça se joue sur 2 matchs, mais est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu gâché ce qu'ils avaient construit si patiemment? Et est-ce que la thèse qu'on avait avancée en décembre, en janvier, d'une équipe qui était peut-être un peu en sur-régime et qui allait rentrer dans le rang, devient un peu plus concrète aujourd'hui en Angleterre, en se disant que finalement, le vrai niveau de cette équipe de Liverpool, il est peut-être un peu plus sur ces niveaux-là que sur ce qu'on a connu jusqu'au 10 mars. Et je suis tenté de te dire que, à un certain point de vue, oui, tu as raison. Peut-être qu'on les a vus plus beaux qu'ils n'étaient. Mais encore une fois, c'est parce qu'on n'avait pas eu droit à ce test, puisque le PSG a servi de test en quelque sorte. Et c'est là où tu as vu la façon dont ça a réagi. C'est là où tu te dis, tout compte fait, oui, peut-être qu'il commence à être un petit peu usé sur le plan physique. Peut-être que cette équipe dont on a vanté la versatilité, dont on a justement, qu'on a souvent dit être supérieure en fait à celle que l'on avait avec Jürgen Klopp, dans la mesure où elle était capable de varier son jeu. Mais là, quand il n'y a plus cette explosivité que l'on connaissait du temps de Klopp et que l'on a vu moins souvent du temps de Arne Slot, et que tu es dans la difficulté, et encore une fois dans une difficulté très relative, parce que tout ce que l'on dit aujourd'hui sont des choses que nous ne dirions pas si le penalty de Vitinha avait été arrêté par Alisson, et si Darwin Núñez, si c'est pas Darwin Núñez qui avait tiré ce second penalty, second tir au but pour le Liverpool, mais si ça avait été Alexis McAllister ou Dominic Szoboszlai qui était sorti dans le temps additionnel. Ouais. Donc tout ça, ça tient à rien. Mais encore une fois, c'est la façon dont tu réagis à ça qui compte. Et Liverpool n'a pas su y réagir. Ils n'étaient pas dans le match. Ils ne sont pas entrés dans le match comme on aurait dû s'y attendre. Cette équipe de Newcastle, quand même pas oubliée, elle avait joué 18 matchs contre Liverpool depuis 2015, elle n'en avait pas gagné un seul. Il y a seulement quelques semaines, Liverpool avait surclassé Newcastle 2-0. Il n'y avait eu aucun problème. Et certes, il y a d'excellentes individualités dans ce Newcastle, ils étaient remontés comme tu dois l'être pour ce qui était leur première chance de gagner un trophée en Angleterre depuis 1955 ou depuis 1969 en Europe. Donc, il y avait toutes les motivations possibles et imaginables. Mais quand tu vois la différence d'attitude entre les deux équipes, tu te dis, oui, il y a un problème. Il y a un problème du côté de Liverpool. Et on va voir comment les choses se passent. Et le problème, c'est que pour Arne Slot, c'est que maintenant, tu as cette trêve internationale qui, pour eux, ne va pas en finir puisqu'ils ne vont pas rejouer avant le mois d'avril. Et le mois d'avril, tu sais qui est leur premier adversaire quand ils reviennent? C'est Everton. Ouais, redémarrer par un derby, voilà, il va falloir remobiliser tout le monde. Il y a un autre sujet un tout petit peu plus brûlant en Italie, c'est l'avenir de Thiago Motta. Pourquoi? Parce que la Juventus Turin est en grande difficulté, battue ce week-end par la Fiorentina. La Juve, qui s'était fixée comme objectif de retourner en Ligue des Champions, est à l'heure actuelle 5e. Elle n'a plus la Ligue des Champions, justement, puisqu'elle a été éliminée en barrage par le PSV, éliminée aussi en Coupe d'Italie. On a l'impression qu'après des débuts plutôt prometteurs, là, il y a eu un virage vraiment raté par Thiago Motta et par la Juventus Turin en général. Oui, Thiago Motta est arrivé l'été dernier pour un projet de 3 ans à la base, mais c'est vrai que là, Cyril, on est à la mi-mars. La Juve élimine la Ligue des Champions
contre le PSV Eindhoven en barrage. Et quand on a vu ce qu'a fait le PSV contre Arsenal, on s'est dit quand même que c'était quand même un gros raté. La Juve s'est fait éliminer de la Coupe d'Italie en quart de finale à domicile face à Empoli. Empoli qui était en crise noire, qui est une équipe de bas de tableau. Et ça a été une nouvelle humiliation. La Juve a perdu 3-0 contre la Fiorentina hier. Elle a perdu 4-0 à domicile contre l'Atalanta il y a une semaine. 7 buts encaissés en 2 matchs, 0 marqué. 4-0 à domicile, c'est la première fois depuis 67. C'est une des défaites les plus grosses à domicile de la Juve. Donc on est vraiment sur une saison qui est même plus que ratée. C'est un vrai fiasco. Parce que c'est une saison de transition. On sait que Motta a des idées bien définies. Il faut du temps pour que la mayonnaise prenne, surtout à la Juve. Mais en fait, du temps serré à la Juve, tu n'en as pas. Et surtout, vraiment, aujourd'hui, dans une équipe qui ne répond plus. J'ai checké un peu la presse avant d'enregistrer Tour d'Europe. Et vraiment, la sensation, c'est que c'est une équipe qui n'est plus là, qui ne répond plus de rien. Et on sent vraiment une fracture, c'est un mot qui revient aujourd'hui beaucoup, une fracture entre les joueurs, le vestiaire et Thiago Motta qui ne semble plus aujourd'hui vraiment avoir le vestiaire en main. Et le minimum syndical, c'est la 4e place, synonyme de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, la Juve est 5e, passée par Bologne, entraînée par Thiago Motta la saison dernière, au week-end. Voilà, la symbolique est grande. Et voilà, vraiment, au-delà des résultats, c'est vraiment des humiliations qui s'enchaînent pour la Juve. C'est un désamour avec le public. C'est vraiment une situation qui est très profonde et le cas est très, très inquiétant. Vraiment, le malade est loin d'être guéri et on est vraiment inquiet. Notamment à Turin, je disais tout au sport, la Stampa, des journaux très proches de la Juve. Aujourd'hui, vraiment, on se demande vraiment comment la Juve peut se sortir de ce moment qui est vraiment terrible. Alors, a priori, ce ne sera pas via un changement de coach immédiatement, puisque le directeur sportif est venu face au micro hier expliquer qu'ils allaient continuer avec Thiago Motta. C'est plus probablement à la fin de la saison, même si y a la piste Mancini qui se dégage et qui pourrait s'accélérer dans les jours qui viennent. Mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur Thiago Motta, parce que comment tu expliques que cet entraîneur qui avait fait ses preuves quand même par le passé, qui arrivait avec une nouvelle méthode, avec des idées neuves, n'ait pas réussi à faire la transition? Est-ce que c'est parce que culturellement, la Juve ne peut pas se permettre, un peu comme le Real Madrid, des années de transition? C'est quelque chose qui n'existe pas dans la culture de ce club-là et que c'est impossible d'être patient dans ces clubs-là. En fait, la Juve, tu sais, Boniper, qui est une légende du club, a toujours dit, et c'est ce qui reste un peu le leitmotiv de la Juve, c'est gagner n'est pas important, c'est l'unique chose qui compte. Donc en fait, à la Juve, tu n'as pas le temps de faire infuser tes idées. C'est ce que tu as dit justement. Motta à Bologne n'avait pas de pression. C'est aussi pour ça qu'il a pu inventer des choses. Il n'y avait pas la pression des résultats, même si Bologne est un club historique, mais vraiment, voilà, ça avait perdu son aura. Avant, Thiago Motta, il a entraîné Spezia, le Genoa, les U19 du PSG. Quand tu arrives dans un club comme la Juve, tu n'as pas le temps d'imposer ton jeu. Il faut avoir des résultats tout de suite. Et en plus, comme je te le disais, c'est que même pas les résultats ne sont pas là. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, on voit rien au niveau du jeu, au niveau des résultats, au niveau des joueurs. Donc évidemment que Thiago Motta n'est pas le seul coupable de ce moment. Oui, j'allais dire quand même, je te coupe Guillaume, mais parce que c'est un peu facile de tomber sur Thiago Motta quand, au début de la saison, les dirigeants nous disent on est sur une nouvelle stratégie, on va faire grandir des jeunes, etc. Donc si tu veux des joueurs pour gagner immédiatement, achète peut-être des joueurs pour gagner immédiatement plutôt que de prendre des joueurs en développement. Est-ce qu'on cible que Thiago Motta ou on a conscience quand même que le problème, c'est aussi la stratégie de départ de la Juve qui ne correspondait pas à son ADN historique? C'est un tout. Thiago Motta est responsable, mais pas l'unique coupable. Tu sais, Cyril, le mercato dernier, Kopp Miner 60 millions, Nico Gonzalez 30 millions, Douglas Luiz 65. En fait, la Juve a beaucoup dépensé, mais elle a mal dépensé. En fait, aujourd'hui, tous ces recrues, à part Kolo Muani qui arrive en janvier et qui commence finalement lui aussi à être dans le dur, mais les dirigeants sont évidemment dans l'œil du cyclone. Elkann aussi, le propriétaire qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, est évidemment aussi responsable. Donc en fait, c'est un tout. Et Del Piero, hier, l'a dit sur le plateau de Sky, il disait, mais en fait, aujourd'hui, je ne reconnais même pas l'esprit de la Juve, la mentalité de la Juve, parce que tu peux prendre des coups, tu peux perdre. En fait, il n'y a pas de réaction.